que le Nord ayant voté à plus de 90% pour Alassane Dramane Ouattara, donc son fief politique, c'est normal qu'ils exacerbent ces genres de tensions à l'interne. Brutal. Tout le monde y a cru. On a vu, on a vécu le premier tour qui s'était très bien passé. Avant ça, il y avait la liste électorale qui avait été consensuelle, consolidée par les chapelles politiques. Et puis, il y a eu ce grand débat. Et puis, aujourd'hui, on fait comme si il n'y a jamais eu tout ça, quoi. Oui, mais si vous vous rappelez, vous m'aviez invité ici à un débat chez vous, où j'ai été des plus sceptiques sur la tenue sans problème de ces élections. Ça veut dire qu'on s'est fait avoir. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, ces élections-là ne pouvaient pas se passer sans problème. Vous savez, même les Nations Unies, qui étaient les chantres de « oui, les élections vont bien se passer en Côte d'Ivoire », ils avaient mis en attente des troupes, des bataillons dans différents pays, dont par exemple le Bénin, selon nos informations. On a eu ces informations que les Nations Unies avaient demandé à ce que certains pays contributeurs des forces armées mettent en attente des bataillons dans leurs différents pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde savait que ça allait se passer avec des problèmes. Même si c'est avec des problèmes moindres, on déplore déjà des morts. On déplore déjà que des gendarmes soient allés tuer des gens. Bon. Il y en a eu hier, il y en a eu peut-être encore aujourd'hui. Ma question, Wilfried Léon Ouédi, est-ce que le réveil n'est pas trop brutal? Est-ce qu'il n'y a pas gueule de bois? Quand on sait que toutes ces semaines-ci, on s'est un peu emballé, surtout jeudi dernier, quand il y a eu le face-à-face, le grand débat entre les deux candidats, on a cru que ça y est, l'histoire était terminée et on découvre que les Ivoiriens n'ont pas bougé, que les haines sont là, ténues. Est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir? Non, je ne dirais pas comme vous que les haines sont là ténues, mais je vais apprécier la position du candidat Gbagbo et de son camp. J'aurais été vraiment à l'aise pour les défendre, porter leur cause, si à l'issue du premier tour déjà, les contestations relativement au vote dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire avaient été soulevées, que le candidat Gbagbo dise par exemple que dans le nord du pays, il y a eu fraude massive, on a bourré les urnes, je comprendrais. Et comme disait Fiacre, écoutez, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a fait le plein chez lui au premier tour et qui n'avait absolument rien à craindre par rapport au second tour, surtout qu'il a bénéficié du report de voix des trois principaux candidats venus après les deux premiers, je ne peux pas comprendre, ni objectivement, ni mathématiquement, ni même politiquement, qu'il se plaise encore à aller procéder au bourrage des urnes. Je comprendrais plutôt cette attitude si une telle manœuvre du candidat Ouattara, de sa part ou de la part de son camp, avait pu se dérouler à Abidjan, qui concentre un tiers de l'électorat, bastion sur lequel comptait le candidat Gbagbo pour se faire élire dès le premier tour, au besoin. Parce que j'ai lu sa grande interview à Jeune Afrique avant le scrutin, il en parlait comme d'un réservoir électoral où il pouvait puiser à volonté. Et le problème, c'est que Abidjan s'est révélé. Mais lorsque je vois les chiffres aujourd'hui, entre les deux candidats à Abidjan, il y a moins de 100 000 voix. Gbagbo est en tête, mais avec moins de 100 000 voix. C'est dire que la razzia espérée ou annoncée n'a pas eu lieu. Oui. Donc, si on me disait que Ouattara a fraudé à Abidjan pour rester collé au candidat Gbagbo, je pouvais comprendre. Mais aller dire que c'est dans le Nord, je crois que nous sommes dans une situation où, j'allais dire, c'est des soubresauts de condamnés à mort, ce qui se passe là, et vous faites bien de dire que le réveil est tardif pour cela. Vous avez évoqué le débat, je pense que ce débat, nous en sommes presque à regretter d'y avoir cru, parce que c'est comme si on nous avait anesthésiés pour ensuite, d'une seule aspiration, nous sortir l'anesthésion du corps et nous réveillons brutalement, comme vous dites. Oui, mais est-ce que ça ne sonnait pas déjà faux quand on les voit sourire au coin des lèvres, quand on les a vus avec assaut d'amabilité? Est-ce que ça ne serait pas faux quand on sait que ces 20 dernières années, ils se sont détestés, mais véritablement? Est-ce qu'on peut passer par perte et profit autant de haine? Non, je ne suis pas sûr qu'on puisse les passer par perte et profit. Ils se sont détestés, mais vous oubliez qu'à un moment donné, ils ont dû coopérer aussi à travers le Front républicain pour faire front commun contre Bédié à l'époque. Et c'était la belle époque. C'était la belle époque. Mais si on doit faire le bilan, effectivement, sur une plus longue durée, ça a été les conflits. Du temps de Ado comme Premier ministre, et ensuite après face à Gbagbo qui a hérité de la situation, à qui a profité le crime et du coup d'État
et de l'agression du 19 septembre 2002, parce qu'il dit que c'est l'autre qui a organisé ci et ça, mais en droit on se pose la question à qui profite le crime. On constate que c'est à Gbagbo et il faut alors se demander si quelque part il n'a pas été instigateur ou inspirateur. Nous allons revenir tout à l'heure sur la campagne et sur les personnalités en face. Mais avant ça, même question pour vos fiacres. La Côte d'Ivoire qui a connu l'ivoirité, qui a connu le summum des identités meurtrières, de la haine à profusion, servi, des esprits qui ont été empoisonnés. Est-ce que la Côte d'Ivoire pouvait, de cette façon-là, tel qu'on l'a cru véritablement, passer l'essai des élections? Mais vous savez, moi, le problème ivoirien, je le trouve beaucoup plus profond que le temps d'un débat. D'accord. Le temps Quels d'un sont débat. les contours, oui. Les contours de cette histoire sont plus profonds. Alors, on est en face d'un pays qui sort depuis 90, hein, et on est en pleine guerre depuis 90 en réalité en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il y a de réels problèmes en Côte d'Ivoire. Et quand je dis 90, c'est 93 après la mort d'Houphouët-Boigny. Il y a eu des tensions qui ont été exacerbées jusqu'à fond. Quand Bédié est arrivé au pouvoir, c'était l'ivoirité avec Pierre Kipré, ils ont exacerbé les tensions. Aujourd'hui ambassadeur à Paris. Après Bédié, il y a eu avec le général Robert Guéhi la crise du Or ou Ni, c'est-à-dire il faut pour être président, il faut pas que ton père soit il faut que ton père soit ivoirien. Il y a eu des histoires au temps de Guéhi. Guéhi est passé par là. Gbagbo a ramassé le pouvoir dans la rue. Et il est arrivé au pouvoir. Il a continué par exacerber, d'une manière ou d'une autre, ces fibres-là. Et celui qui s'est de tout le temps, posé en victime de ces différentes situations, c'est Alassane Dramane Ouattara. Alors, donc aujourd'hui, qu'on me parle d'élections, qu'on dise oui, qu'il y a des élections et qu'il n'y aurait pas problème, qu'il y a des élections et que, bon, il n'y a pas il risque de ne pas y avoir de difficulté, moi je ne pense pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas subi une thérapie, une thérapie qui aurait pu lui permettre de guérir de son mal profond, de guérir nous parlerons de solutions tout à l'heure, mais il y a eu élection. Il y a visiblement un vainqueur. En tout cas, l'arithmétique électorale donne un vainqueur à l'étape où on en est. Quel a été le secret? On peut dire que pour Ouattara, c'est une sacrée revanche. Quel a été son secret? Quel a été le mode d'emploi qui lui a permis, là, maintenant, de l'emporter? Le mode d'emploi, souvent, quand je parle, les gens pensent que, bon, je soutiens un camp ou un autre. Alors, le mode d'emploi de Ouattara, il a été très intelligent, du début à la fin. Quand sa candidature avait été invalidée par Henri Konan Bédié, il avait prononcé une phrase à la sortie de la mosquée. Les gens ont invalidé ma candidature parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Parce que les peuples du Nord en Côte d'Ivoire, c'est à majorité des musulmans. Alors, depuis ce temps-là, c'est la phrase qui a été à la base de la crise identitaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une spirale de violence identitaire. Alors, que ce monsieur ait remporté aujourd'hui... Donc pour vous, il est l'auteur, l'instigateur peut-être? Pas l'auteur ni l'instigateur. Mais il a été l'élément, comme les chimistes le disent, l'élément catalyseur de la réaction chimique. Tous les ingrédients étaient là pour pouvoir faire une crise identitaire en belle et due forme. Quand même, on prend le régime Houphouët dans les années 50-60, où il y avait eu cette tuerie exemplaire dans le royaume Guébi avec Krabé Nyangbe. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire avait déjà les condiments pour préparer la sauce identitaire de prête. Donc, c'est pas nécessairement qu'il en est l'auteur, il a été un élément catalyseur. Et il a su mettre sa sauce au feu jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et prête. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, ils sont gagnants d'une élection parce qu'il a su garder les gens. Il y a un gagnant, il y a un vaincu, forcément, parce qu'il n'y a qu'un fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a continué par exacerber les positions ethniques.
C'est tout. Donc on a joué à fond sur la corde sensible de l'ethnie, de la région. Alors qu'on oublie que la Côte d'Ivoire est remplie quand même de personnes originaires de l'étranger. Parce que ce pays, ce que les gens ne savent pas, ce pays, en réalité, c'est une colonie de peuplement. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoiriens. C'est la date d'arrivée qui diffère. Tous les Ivoiriens viennent de quelque part. D'accord. Nous avons fait le même exercice avec vous, Wilfried Léandre Ouédi. Qu'est-ce qui a pu bien fonctionner dans la campagne pour le second tour de Alassane Draman Ouattara à dos? Qu'est-ce qui peut lui avoir porté chance, porté bonheur en gros? Au-delà des raisons que Fiacre a avancées, je pense qu'il y avait la posture du candidat qui, lui, était beaucoup plus dans la perspective de la réconciliation des Ivoiriens avec eux-mêmes. Il promettait la paix, pendant que l'autre parlait de la guerre. Si vous ne voulez pas la guerre, votez Gbagbo. Si vous êtes Ivoirien, votez Gbagbo. Et les autres, c'est lui l'auteur du coup d'État qui a fait partie gay, c'est moi qui l'ai ramené. Je pense que cette posture a jugé par l'adhésion que les Ivoiriens lui ont manifesté était bénéfique pour le candidat parce que, d'une manière ou d'une autre, une bonne partie de la population rêve de sortir enfin de crise, de pouvoir aller aussi librement, de pouvoir se saluer comme par le passé. Je pense qu'il y avait ça. Et l'homme a été politiquement habile en annonçant non seulement, d'abord pour fidéliser l'électorat de Bédié, qu'il nommerait un Premier ministre issu du PDCI, mais en plus qu'il nommerait des ministres issus du FPI. Parce que, disait-il, aucun camp n'a le monopole de l'intelligence. Donc, je ferai un gouvernement d'ouverture. Il a encore dit et il a dit d'abord en face de son ami, au cours de ce débat historique, ce qui n'est jamais sorti de la bouche de son vis-à-vis, qui lui parlait tout le temps de guerre et se positionnait en défenseur de la Côte d'Ivoire. Je pense que cela a pu contribuer énormément à rassurer les Ivoiriens, non seulement les partisans originels de Ado, ni seulement ceux de Bédié, mais en plus, c'est sûr, quelques-uns aussi parmi ou nombre de, on va dire, de ceux qui hésitent souvent, le thème technique pour les désigner m'échappe, les indécis. Il a dû les convaincre de ce qu'avec lui, une page serait tournée. Mais je vais vous surprendre. Je ne suis pas personnellement surpris de voir le registre sur lequel le président sortant, M. Gbagbo, a tout le temps joué. Je me suis laissé dire par des exégètes de la spiritualité qu'il avait, dans son thème astral et astrologique, un destin christique, avec ce que cela appelle de passion. Et quand j'en juge par les conditions de son avènement même au pouvoir, je considère que de ce point de vue-là, ceux qui voient les choses de cette façon ont raison, et je n'exclus pas qu'en jouant comme il le fait là, et avec sa conception messianique du pouvoir en plus, il veuille, encore une fois, profiter de cette situation pour se maintenir, ou alors provoquer la chute de tous, au profit peut-être d'un troisième larron ou de quelqu'un de l'armée, éventuellement. Donc, Gbagbo qui a usé à fond de thématiques guerrières, une part de haine, enfin, on l'a vu très très offensif, ça ne lui a donc pas porté bonheur en gros. Ça n'a pas porté bonheur. On dira, au-delà de l'arithmétique électorale, on dira que les Ivoiriens avaient peut-être soif de tourner la page de la guerre et d'entrer dans une nouvelle ère. Nous n'en sommes qu'au résultat provisoire. La Cour constitutionnelle s'est saisie aussitôt. Elle a même dit que les résultats proclamés ne sont pas valables. Mais sur le moment, là maintenant, il y a un vainqueur. Allons dire un mot du président Alassane Draman Ouattara. Qu'est-ce que vous retenez de sa personnalité? On sait, on le connaît depuis 20 ans. En gros, qu'est-ce qui se dégage de son combat? D'abord, pour ce que j'ai pu suivre, à partir du moment où j'avais Et est-ce que ça ferait un bon président? À partir du moment où j'avais la possibilité de comprendre les choses, pour ce que j'ai pu lire aussi. Et moi, je n'ai pas vécu en Côte d'Ivoire comme Fiacre. J'y ai fait quelques bouts de séjour, au maximum 2 semaines. Et pour ce que donc j'ai pu entendre aussi directement sur le terrain, je pense qu'il y a le technocrate en lui qui séduit. Son parcours professionnel qui s'impose nettement. L'homme qui est parti de la BCAO allait jusqu'à être le directeur général adjoint du FMI. Et depuis lui, il n'y a pas eu d'autres Africains. C'est quand même exceptionnel dans son parcours, on va dire ça. Et l'époque où il a été à la primature, pendant quelques 3 ans, beaucoup d'Ivoiriens disent que